Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on parle de Stéphanie et de son optimisation. Alors Stéphanie, elle était avec moi du coup le week-end dernier aussi. On a passé une journée ensemble et on a regardé ce qu'elle pouvait réaliser. Alors Stéphanie, elle a 35 ans, elle est en couple, elle a 2 enfants. Elle habite en Île-de-France et elle a pour entre 3 et 3,5 millions d'investissements immobiliers, sachant que dans ces 3,5 millions, il y a sa maison qui est comprise dedans. Donc oui, effectivement, lorsque vous faites des investissements, de temps en temps, c'est un petit peu biaisé parce qu'on a notre résidence principale qui vient dedans et qui ne fait pas de cash flow. Et du coup, ça peut faire des enjeux dessus. Encore une fois, pour ceux qui m'écoutent, les cash flows, c'est l'excédent de trésorerie, c'est loyer, moins charge, moins emprunt, c'est ce qui vous reste. Et dans les charges, vous avez la taxe foncière, etc. Alors aujourd'hui, à quoi ça ressemble globalement ? On est sur du 17 000 € de loyer encaissé. Déjà, je dis bravo à Stéphanie d'être montée là. Et je lui fais un petit coucou parce que je sais que Stéphanie va écouter ce podcast. Et pour tout le monde, elle ne s'appelle pas Stéphanie comme d'habitude. Je change vos prénoms à chaque fois que je fais des posts sur vous ou que je fais des études de cas. Donc, je change quelques éléments, mais pour garder quand même le contenu et garder l'essentiel de vos actions. Mais en tout cas, je fais des petits changements. Alors, loyer 17 000, emprunt 11 000. Oui, donc Stéphanie, elle est mariée. Ils font des opérations immobilières ensemble, à deux. Ils avancent soit en nom propre, soit en SCI à l'IS. SCI pour tout le monde, société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, ce qui vous permet de vous décaler dans votre endettement. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et là, ils ont comme cash disponible à peu près 350 000 €, voire 400 000 €. Et si on regarde, loyer moins charge aujourd'hui, ça fait du 6 000 € par mois. Et en cash flow, ils sont globalement à du 3 000 € par mois de cash flow. La plupart des investissements qu'ils ont, ça va être des... alors, il y a un petit peu de tout, mais globalement, c'est des colocations. Des colocations en Île-de-France, ils sont très contents. Ça marche bien. Petit retour quand même sur certaines zones. Il y a un peu moins de tension locative sur certaines zones sur lesquelles ils sont. Qu'est-ce qu'elle veut, Stéphanie ? Stéphanie, aujourd'hui, elle bosse dans les ressources humaines et elle se dit, tiens, ce serait quand même bien que je puisse passer à autre chose. Ça fait longtemps qu'elle bosse dans la même entreprise. Son mari, il est ingénieur, un bon ingénieur dans une boîte que je connais bien, une boîte bien française et qui est content de son métier. Qu'est-ce qu'ils se disent de leur côté ? Alors effectivement, ils pourraient aller se lancer pour travailler plus et gagner plus. Là, ils sont pas loin des 5 000 € par mois, mais ils sont en dessous. Donc, on reviendra dessus par rapport à une grille d'analyse que les banques appliquent et qu'elles vous appliquent à vous. Mais indirectement, ils ont 2 filles. Son mari, lui, il est content de pouvoir partir certains jours à 16h pour s'occuper de ses filles. Et elle, c'est la même chose. Elle est contente de ne pas monter un échelon supplémentaire qui demanderait de renier sur une certaine partie de qualité de vie et une partie Et d'ailleurs, en plus, attention, parce que quand vous augmentez aussi dans les échelons, vous avez moins de temps. Du coup, qui dit moins de temps, dit aussi moins de temps pour faire l'immobilier. Les deux aiment bien faire l'IMO. On a Stéphanie qui est très dans l'opérationnel, donc elle, ce qu'elle aime, c'est du coup faire la déco, que ça sorte, etc. Je vous raconterai des anecdotes sur des colocations qu'elle a, parce qu'on a pu les regarder ensemble. Elle écoute quasiment tous les épisodes de ce podcast, donc je vous encourage, si vous voulez faire comme Stéphanie et avoir 3,5 millions d'IMO, allez-y. Et là, ce qu'elle se pose comme question, c'est ok, elle veut continuer, mais elle aimerait bien, incessamment sous peu, pouvoir avoir plus de temps et potentiellement passer à d'autres choses. Et ce qui l'intéresse, c'est de faire, pourquoi pas, du coaching. Et je vous donnerai mon avis aussi sur sa stratégie aujourd'hui sur le coaching. Donc voilà, donc reprenons un peu où ils en sont. Commençons par le coaching d'ailleurs. Si vous êtes dans une phase de transition de vie, c'est-à-dire qu'à un moment, il y en a beaucoup d'entre vous, alors je ne vais pas faire un truc sexiste, mais c'est presque ça, il y a beaucoup de femmes, généralement, au bout d'un moment, elles découvrent le yoga quand elles ont 35 ans et elles se rendent compte que elles étaient des phases dures dans
leur vie où elles étaient managers, directrices de certains départements ou même simplement opérationnelles. Mais à un moment, elles découvrent le yoga ou elles découvrent la thérapie et elles se disent tiens, ça a beaucoup d'effets sur moi, ça a énormément d'effets positifs. Donc ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ce qui est clairement vrai. C'est-à-dire qu'on s'occupe de soi, on se remet au centre, ou la sophrologie. Et ce que vont faire ces personnes-là, c'est après se dire bah tiens, j'ai envie de faire découvrir ça à un maximum de personnes. Ça a tellement eu d'impact sur moi et c'est tellement révélateur que je vais simplement devenir prof de yoga ou devenir coach, etc. Et là, vous passez par toute une phase. Vous dites comment je fais pour devenir coach et vous regardez les formations qui sont accessibles. Alors, je vais vous faire un retour qui est mon retour. C'est du coup, moi, j'ai géré pendant 14 ans un espace de coworking et dans mes clients, il y avait l'Institut de sophrologie de Paris, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et même d'autres instituts de sophrologie. Et je voyais les cours avoir lieu. Et ces cours-là, c'était quasiment que des femmes qui venaient là-dedans à 98% et des personnes qui étaient en reconversion en se disant « Ok, je vais devenir sophrologue ». J'ai eu la même chose sur les coachs. Et j'en ai fréquenté beaucoup en fait depuis. Mon père avait une boîte de formation un peu coaching, donc j'ai vu beaucoup de coachs, etc. Attention à ces transitions-là parce que je vais vous donner un peu comment ça va se passer. Au début, vous vous dites ok, j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin de faire une formation, j'ai besoin d'avoir les compétences. Donc vous avez besoin de vous rassurer vous-même et d'avoir les compétences et c'est tout à fait normal. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de comprendre les choses. Donc vous allez prendre des formations pour avoir un titre, pour après avoir un titre de coach, après avoir un titre potentiellement de psychologue. Donc attention, la psychologie, si vous reprenez des études, ça peut être long, etc. Mais après, vous vous retrouvez confronté à avoir ce titre, oui, mais ne pas avoir de clients. C'est-à-dire qu'à un moment, projetez-vous, vous allez simplement être chez vous, mettre une plaque chez vous en disant, voilà, je suis Stéphanie, coach en sophrologie ou coach de carrière, etc. Et là, vous n'avez pas de clients. Et oui, parce que la plupart de votre temps, ça va être finalement de développer le commercial. En fait, j'en ai vu même à côté de chez moi des personnes qui me disaient « Ah oui, moi j'ai un talent pour faire ça », mais ce dont je ne me suis pas rendu compte, c'est que 30% à 50% de mon temps, finalement, c'était du commercial pour réussir à en vivre. Et n'hésitez pas à retrouver les épisodes de podcast que j'ai fait là-dessus. J'avais fait un épisode de podcast justement d'un organisme de formation qui vendait à des coachs sur comment développer leur business. Et c'était tout un business Instagram. Donc c'est un business où ils font 30 000 euros de marge par an, 600 000 euros par an de chiffre d'affaires. Mais un peu plus de marge. Pour regarder, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus. Donc en tout cas, regardez ça. Sachez que quand vous lancez dans ce département-là et que vous lancez dans ce domaine-là, il y a un moment, il y a deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans ce milieu. Les rémunérations dans ce secteur-là sont assez faibles. Et il faut aller absolument dans une partie plutôt commerciale et marketing. Dans le cas de Stéphanie, elle n'a pas envie de lancer un Instagram. Elle n'a pas envie de montrer tout ça. Alors c'est peut-être la phase où elle en est aujourd'hui parce qu'il faut savoir qu'on évolue. Mais attention à la fin, si vous voulez en vivre et bien en vivre, il va falloir passer par toute cette phase de vous démarquer. Effectivement, le bouche à oreille, ça peut marcher jusqu'à un certain stade, sauf si vous avez un gros réseau. Mais sinon, alors déjà, le bouche à oreille, ça prend du temps, donc généralement 1-2 ans, et il faut en faire beaucoup, il faut offrir des consultations. Et après, il va falloir développer finalement votre marketing d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est connu grâce à quoi? Aux réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 followers. Déjà, 3 000 followers qui sont autour de vous, ça peut fonctionner. Mais en tout cas, il y a toute cette démarche marketing qui doit être mise en place. Donc attention, généralement, quand vous voulez reprendre, et c'est sûr que quand on n'a jamais fait de coaching, quand on n'a jamais accompagné des personnes, on a envie de savoir comment structurer son coaching, comment avancer, etc. Le nerf de la guerre, moi je vous dirais directement, c'est de faire les choses, un peu en autodidacte, c'est ce qui marche le mieux. D'avoir un diplôme d'HEC ou un diplôme d'un autre endroit pour dire j'ai tel diplôme, ça va rassurer que vous en réalité. Les personnes qui vont être en face de vous vont pas du tout être rassurées. Moi par exemple, alors vous avez des personnes qui vont toujours être à l'opposé du coaching, etc. Mais moi quand je vais voir un coach, c'est pas, je regarde absolument pas le diplôme, je regarde si la personne en fait, elle a réussi dans sa vie potentiellement à régler les problématiques que j'ai rencontrées et elle a réussi à accompagner des personnes à partir d'un point A à un point B pour résoudre le problème et si possible, elles ont accompagné des personnes comme moi, donc homme, 37 ans, avec, je sais pas, ayant fait de l'IMO, machin, ayant telle problématique au jour le jour, à régler ces problématiques dans le temps. Donc surtout, en tout cas, si vous faites du coaching, il y a la partie, effectivement, si vous sentez que vous avez quelque chose pour ça, n'oubliez pas aussi que quand vous commencez le coaching, c'est tout à fait normal de ne pas avoir le niveau, de ne pas savoir exactement ce que vous allez faire, de ne pas savoir comment vous allez coordonner vos sessions, etc. Mais au fur et à mesure que vous allez en faire, ça va s'améliorer, ça va progresser. Je peux vous parler du cas concret. Aujourd'hui, ce que je fais en coaching IMO, je ne faisais pas du tout ça à l'époque quand j'ai commencé. Donc j'ai commencé il y a peut-être 4-5 ans. Là, aujourd'hui, dès le premier rendez-vous avec vous, je vais beaucoup plus dans le détail, que ce soit sur quelles sont vos motivations, où vous allez,
trouver les points qui vont faire que ça va marcher avec vous et aussi concrètement d'avoir des investissements possibles et disponibles pour vous et qu'on peut saisir. Je n'avais pas eu tout ça à l'époque quand j'ai commencé. Donc là, ça nous met directement beaucoup plus dans l'action. Donc mon conseil, en tout cas, si le coaching, ça vous intéresse, là aujourd'hui, vous pouvez, à titre gracieux ou même pour 50 €, coacher des amis ou des personnes qui sont dans votre entourage, proposer ce coaching-là en disant que vous lancez votre coaching et voyez dans quoi vous pouvez vous spécialiser. Au fur et à mesure que vous allez coacher des gens autour de vous, vous allez rendre compte que vous êtes plutôt pertinent sur un certain type de personnes et plus vous allez communiquer derrière, plus ça va vous ramener une typologie de personnes. Par exemple, dans mes coachings IMO, moi, dans mon cas, vous allez avoir beaucoup de médecins, vous allez avoir beaucoup de gens qui font du conseil, vous allez avoir beaucoup de gens qui ont fait des grandes études, etc., etc. Pourquoi ? Parce que ça correspond à ma manière de communiquer. Donc, vous allez attirer à vous les clients qui vous correspondent. Donc on revient dessus, donc ça c'est sur la partie coaching. Donc en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, rappelez-vous aussi que la vie, ça passe assez vite. Donc dans le cas de Stéphanie, c'est tout à fait possible de continuer son job aujourd'hui et pourquoi pas de commencer à coacher 2-3 personnes pour voir ce que ça donne en fixant des objectifs concrets à atteindre au bout d'un certain temps. Et là, ça va permettre de lui voir, parce que je pense qu'elle est vraiment intéressée par ça, ça va permettre de progresser. Donc c'est une fille qui a beaucoup d'énergie, qui est vraiment dans l'action et qui finalement sort vraiment des projets immobiliers. Ce qu'elle aime dans les projets immobiliers, ça va être de faire l'organisation des colocs, donc la déco, donc ça c'est assez classique, la déco et l'organisation. J'ai pu voir ces colocations, elles sont très bien organisées, très bien décorées. Je reviendrai dessus aussi. En fait, c'est assez marrant quand vous commencez à faire de l'immobilier depuis pas mal de temps. En fait, il y a des effets de mode. Et la mode, c'est exactement comme les vêtements. En tout cas, moi, je suis de la génération où on avait des baggies et on avait des t-shirts de groupes de concerts de rock quand on avait, 14 ans. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est revenu. Donc, c'est bon, on a fait un cycle. Donc, c'est revenu dans les collèges lycées. En fait, vous regardez les étudiants aujourd'hui, quand ils s'habillent. En fait, c'est comment moi, je m'habillais à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est que dans les colocations, c'est exactement pareil. Il y a des effets de mode. Par exemple, les cuisines rouges, ça a été les premiers appartements. Là, c'était la fin quand j'ai commencé à faire mes premiers appartements en 2010. Il y a eu, en fait, c'était la fin des cuisines rouges. Donc aujourd'hui, quand je visite des apparts où les cuisines sont rouges, soit c'est des gars qui étaient un peu en retard sur la mode, soit je me rends compte de quand a été fait la cuisine. Et après, il y a eu des cuisines vertes, après, il y a eu des chaises de différentes couleurs. Donc c'est assez marrant. Donc en regardant les colocations de Stéphanie, j'ai pu dire, c'est marrant parce qu'on en parlait, je dis, ça c'était à la mode à un moment, effectivement, c'était à la mode, etc. Et ça a un petit peu évolué dans le temps. Donc ça évolue, donc il faut savoir quand même que ça, vous pouvez le garder effectivement 15-20 ans avant que ce soit vraiment has-been. Donc votre coloc, finalement, dans un cycle d'investissement global, alors ça dépend ce que vous faites, mais bon, grosso modo, vous n'avez pas besoin de la refaire. Même là, en fait, j'arrive... Donc ma première coloc, je crois que c'est 2011. Vous voyez, on est en 2011. Et là, aujourd'hui, on est en 2026. Donc 2026 moins 2011, ça fait 15 ans. Ouais, 15 ans, ça commence à vieillir un peu, effectivement. J'ai eu un petit dégât, des petits dégâts des eaux, etc. Mais j'ai pas eu besoin encore de refaire la coloc. Elle tourne toujours aujourd'hui. Bon, alors elle est à Paris, donc la sélection est un peu... l'exigence est un peu moins importante qu'autre part, mais en tout cas, ça tient encore et je pense qu'effectivement, il y aura l'appartement à réfléchir. Peut-être dans 5-10 ans, il y aura vraiment quelque chose d'important à faire, sauf si je veux changer le projet. Alors, la problématique de Stéphanie et de son mari, c'est quoi ? Donc, aujourd'hui, ils ne veulent pas augmenter combien ils gagnent parce que ça ferait trop de responsabilités et effectivement trop de pression sur ce qu'ils pourraient faire. Pareil, son mari, à un moment, il s'est dit, OK, en tant qu'ingénieur, et vu ce qu'il fait, il pourrait gagner le double, voire le triple s'il se mettait en freelance et qu'il prenait des missions. Mais il n'a pas envie de cravacher, d'aller là-dedans. C'est normal. Ne vous souciez pas de ça. En fait, c'est un des choix que vous effectuez. Puis après, ça a des aspects positifs et négatifs. On reprend de façon générale. Eux, ils ont réussi à monter du coup à du 3 millions d'euros de dette, donc d'encours. Vous vous rappelez, en fait, il y a une règle. En fait, moi, c'est ce que je vois pour vous donner les conditions de façon générale et après, ça évolue en fonction des personnes. Donc moi, j'essaie de vous dire en tout cas ce que vous pouvez faire. Vous allez en face de vous avoir des banquiers qui vont dire non, etc., des personnes qui vont dire non. Moi, je vous le dis, je vous assure que c'est bon. Donc par exemple, si vous gagnez dans les 3 000 euros par mois, même à 2 000, 3 000 euros par mois, vous pouvez monter à 1 million d'euros de dette. Ça, c'est sûr. Donc un banquier qui vous dit que non, c'est pas possible, etc., c'est juste que c'est pas le bon banquier, vous allez en trouver un autre. Après, pour monter jusqu'aux 2 millions de dettes, et pour donc entre 1 et 2, pour dépasser ça, il vaut mieux gagner 5 000 euros par mois. Là, c'est plus simple. Vous pouvez toujours en gagner moins, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on va vous demander d'avoir du 5 000 euros par mois. Et là, on va commencer à vous demander d'avoir vraiment du cash de côté. Donc là, il va falloir avoir du 100, 200, 300, voire 500 000 euros de cash de côté. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est d'avoir un demi-million de côté. Donc dit comme ça fait beaucoup. Mais si vous faites des bonnes opérations immobilières en utilisant du différé, en gelant vos emprunts, en faisant des mécanismes que moi j'utilise très souvent, en fait, les 500 000 euros de côté vont venir. Et aussi parce que vous n'allez pas consommer votre cash flow. Rappelez-vous, au début,
quand on est en phase d'investissement, en fait, on a un job à côté, enfin, on a quelque chose qui nous permet de vivre. Donc, on ne va pas vivre des cash flows qu'on a directement au début. Donc, les cash flows qu'on a, si vous avez 1 000 euros de cash flow, par exemple, sur un investissement, ça fait 12 000 euros à l'année. Vous faites ça pendant 4 ans ou 5 ans, vous avez carrément 50, 60 000 euros. Vous faites 4 investissements, c'est bon, vous êtes directement aux 500 000 euros. C'est un peu ça qu'il faut voir. Et d'ailleurs, c'est très bizarre. Je peux vous en parler parce que vous êtes habitué à faire ça, vous allez monter. Au bout d'un moment, en fait, vous allez vivre de vos cash flows. Moi, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Je vide mes cash flows et vu que je vide mes cash flows, en fait, je augmente plus mon épargne indirectement parce que et pareil, c'est l'investissement en bourse. En fait, moi, je burn ce que je gagne grâce à ça. Du coup, ça me permet de vivre et vu que ça me permet de vivre, c'est très bizarre parce qu'en fait, je ne vois plus en fait mon argent. Alors indirectement, je vois mon argent augmenter. Je vous en ferai demain un épisode sur l'inflation, donc il faut absolument voir votre patrimoine augmenter à chaque fois. Mais je ne vois pas finalement, je n'épargne plus indirectement, donc c'est assez particulier. Et enfin, on va avoir 3 millions et plus, c'est 500 000 euros de côté. En fait, là, il faut vraiment avoir 500 000 euros de côté et 5 000 euros de salaire chacun. Donc, j'en avais fait un détail, un autre épisode de podcast. Alors, je précise bien, quand je vous dis qu'il faut 3 000 euros, si vous êtes seul, c'est 3 000 euros. Si vous êtes en couple, c'est chacun. En fait, c'est bizarre, mais quand vous êtes en couple, en fait, on vous demandera le double. Est-ce qu'on prend réellement en compte les enfants ? Alors, normalement, non. Moi, j'ai pas l'impression que les enfants sont réellement pris en compte, mais en tout cas, c'est les salaires par personne. Là, quand vous êtes deux, il faut 2 fois ça. Donc, les 3 millions et plus, il faut gagner 5 000 euros par mois et 500 000 euros de côté. Et là, il faut être dans cette phase-là. Là, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un petit peu juste d'un point de vue de Stéphanie parce qu'ils ne gagnent pas tous les deux 5 000 euros par mois. Et le mari ne complète pas assez finalement. Elle est plutôt dans les 3 000 et quelques. Et le mari, il est un petit peu plus, mais il est dans les 4 000 et quelques. Donc, ils ne sont pas dans cette bonne situation et ils n'ont pas le cash nécessaire. Mais bon, ils sont arrivés à ces 3 millions d'euros et ils se rendent compte que ça commence à buter. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça bute ? Je reviens vers vous. En gros, en fonction de combien vous gagnez de votre situation, on va vous faire, et des banques aussi, de l'instant des banques, on va vous permettre d'emprunter plus ou moins simplement. Donc, je vous rappelle les règles globales que moi je vois. Si vous gagnez 2 000 euros par mois, vous existez pour une banque, mais vous êtes un profil relativement fragile. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas absorber des gros chocs. Disons que vous avez un gros problème sur un investissement, vous avez 2 000 euros par mois. Et le coût de la vie, vous vous rendez compte que c'est cher entre le logement, si vous avez une voiture, etc. Bon, voilà. Et l'endettement, du coup, qu'on vous permettra dans les 2 000 euros par mois, c'est du 35%. La durée d'emprunt, si vous faites une société à l'IS, donc on se rappelle, vous avez 2 types d'emprunts. Le premier emprunt, c'est vous en propre. En propre, c'est vous achetez un appartement directement. Donc là, vous êtes limité par vos 35%. Donc vous prenez votre revenu net avant impôt. Attention, on va dire ça, mais on ne prend pas en compte l'immobilier traité à côté, mais en tout cas, le reste, on peut le prendre. Vous allez faire 35%. Par exemple, si vous gagnez 3 000 euros par mois, ça va faire 1 050 euros tous les mois que vous pouvez rembourser. Et là, vous allez pouvoir acheter et faire un emprunt. Donc, soit une résidence principale sur 25 ans, dans la plupart des cas, soit un investissement locatif sur 20 ans. Et vous allez voir, ces règles vont changer. Ça, c'est les règles de base qui vont changer. Si vous faites de l'investissement locatif, disons que vous pouvez emprunter avec ce que je vous ai donné à peu près 180 000 euros, 185 000 euros sur 20 ans. Si vous faites que de l'investissement locatif, vu que vous allez gagner des revenus supplémentaires, la banque va rajouter entre 70 et 90% de vos loyers. Et du coup, ça va vous permettre d'emprunter 2 fois plus. Donc, vous allez pouvoir emprunter 370 000 euros. C'est pour ça qu'on parle généralement d'emprunter, de faire des investissements locatifs. Attention, ça fonctionne si vous êtes hébergé à titre gracieux. Parce que sinon, comment ça fonctionne ? Si vous avez par exemple 3 000 euros par mois, vous récupérez 35% de ce que vous gagnez pour faire un emprunt, donc 1 050. Si là, vous avez un loyer de 1 050, vous n'avez plus aujourd'hui de capacité d'endettement. Là, dans les règles d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus emprunter parce que vous avez déjà votre loyer qui est de 1 050. La seule possibilité qui vous reste, c'est d'aller acheter une résidence principale et potentiellement d'aller mettre en location. Et moi, je vous encourage à faire ça. Ou la deuxième possibilité qui vous reste à faire, c'est d'habiter à titre gracieux quelque part. Et moi, j'ai souvent habité à titre gracieux. Mon père, à un moment, avait un appartement à Paris. J'habitais à titre gracieux chez lui et j'ai pu continuer à faire des investissements comme ça. Il faut vraiment vous dire que ça peut évoluer dans le temps. Est-ce que vous pouvez acheter une résidence principale, la mettre en location ? Est-ce que les banques vont être OK avec ça ? Moi, aujourd'hui, j'ai 5 appartements à Paris. Pour la majorité d'entre eux, c'est mes anciennes résidences principales. C'est-à-dire que j'étais à un moment dans ma vie, et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je voulais habiter à Paris. J'ai fait un emprunt, j'ai acheté... j'ai acheté mon premier appartement. Alors, celui-là, c'était un peu plus compliqué, mais j'ai acheté le premier appartement. Après, je voulais déménager. Donc, je suis allé voir et j'ai dit, voilà, j'habitais là avant. Ça, je vais le mettre en location et je veux déménager. Et voilà, je veux habiter maintenant dans le 14e, à côté du métro Pernetti, un appartement de, 37 mètres carrés. Et j'ai acheté cet appartement-là, etc. Puis après, j'ai voulu rebouger. Et je suis allé voir ma banque, j'ai dit écoutez, je veux quitter le 14e maintenant, je vais aller habiter dans le 5e où je suis aujourd'hui et je veux plus de place, donc 65, 70 mètres carrés. Et j'ai refait un emprunt en résidence principale.
L'intérêt de la résidence principale, c'est que c'est plus facile d'obtenir les emprunts et vous les avez sur 25 ans. Donc c'est ça l'intérêt. Donc, et puis là, j'habite dans le 5e, là où j'ai acheté l'autre appartement. Donc en fait, vous pouvez faire des changements comme ça. Et vous pouvez très bien aussi, moi je vous encourage pour ceux qui commencent aujourd'hui, à dire, ok, vous achetez un appartement proche Île-de-France qui fonctionne pour de la coloc et vous le mettez en location derrière. Alors soit vous mettez les autres chambres, si vous êtes jeune, vous mettez les autres chambres en location. Si vous êtes un petit peu plus âgé, vous louez tout l'appartement directement. La seule notion de la résidence principale, il faut vous dire que la banque, c'est pas trop son sujet, ça fonctionne, mais attention parce qu'il commence à vérifier quand même si vous demandez trop de travaux, etc. Par contre, l'enjeu de la banque, l'enjeu, c'est vraiment les impôts. C'est-à-dire que si un jour, vous revendez l'appartement, vous dites que c'est votre résidence principale, mais ce n'était pas le cas, et que vous faites des économies d'impôts parce que vous ne payez pas d'impôts sur la plus-value si vous faites une plus-value, là, la banque, elle va vous dire, les impôts vont vous contrôler. Les impôts vous font des contrôles quand il y a des grosses cessions immobilières, etc., quand il y a des grosses sommes qui arrivent sur votre compte. Et indirectement, là, c'est pas le jeu. Donc ça, il faut faire attention. Vous pouvez très bien dire à la banque que vous faites ça, mais par contre, les impôts, il ne faut pas plaisanter avec eux. Et en plus, vous allez le mettre en location. Donc surtout, ne faites pas le fait que c'est votre résidence principale. Vous avez d'autres façons de le faire. Si vous avez une grosse plus-value à aller chercher un moment dans un des appartements que vous avez, rien ne vous empêche de redéménager dans cet appartement assez longtemps. Donc avant, c'était 6 mois, mais là, il vaut mieux que ce soit plus que 6 mois. 1 an ou 2 ans, vous habitez réellement dans l'appartement pour le revendre. Et là, pas payer de plus-value, vous pouvez très bien le faire si ça fonctionne dans votre schéma. Bref, vous avez pas mal de choses. Sur les profils de la banque, donc 2 000 € par mois, vous pouvez 35%, c'est ce que je vous disais, en propre. Donc, on peut faire un x2 du montant comme en faisant de l'investissement locatif. Et en SCI à l'IS, les règles de base, c'est la durée, c'est sur 20 ans, il faut 20% d'apport. Et on se rappelle, attention, il faut que votre opération avec 20% d'apport soit un cash flow neutre ou positif. Si ce n'est pas le cas, il faudra mettre plus d'apport. La banque ne le financera pas. Autre élément, on va augmenter, donc vous avez les 3 000 € par mois. Là, vous venez quelqu'un de stable. 35% d'endettement aussi, c'est les mêmes règles à peu près. Et enfin, vous allez aller à du 5 000 € par mois. Quand vous gagnez plus que ça, vous pouvez monter à 41% d'endettement, voire plus. Et vous allez pouvoir, avec la SCI à l'IS, passer à 25 ans. En réalité, et après vous augmentez 7 000, etc. En réalité, moi, je fais passer des profils aujourd'hui à plus d'endettement et en plus en SCI à l'IS, on a du 25 ans et du 15 ou du 5%. La problématique à laquelle est confrontée Stéphanie aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, avec la dette qu'elle a, quand elle va voir un banquier, le banquier lui dit « Ah, wow, vous avez beaucoup de dettes », et au lieu de vous faire, parce qu'elle a réussi à faire des SCI à l'IS avec peu d'apport, voire pas d'apport. Et là, aujourd'hui, les conditions qu'on lui propose, c'est du 22 ans, je crois, 22 ans, un peu plus, et 15% d'apport. Donc, elle est dans une phase où elle a du 15% d'apport aujourd'hui, ce qui n'est pas idéal. Quand vous faites des opérations qui sont, simplement pour vous rendre compte, vous avez une opération sur un coût total d'opération de 300 000 €, du 15% d'apport, c'est un peu pénible parce que, alors bon, il y a toujours les techniques qu'on utilise, mais du 15% d'apport sur les 300 000 fois 15%, vous avez du 45 000 € à mettre et ça peut être problématique. Bon, normalement, vous arrivez à le récupérer assez vite, mais en 1 ou 2 ans, vous récupérez votre apport, mais ça prend quand même 1 ou 2 ans. Rappelez-vous, il y a d'autres techniques aussi, l'acte en main, où finalement les frais de notaire sont payés par le vendeur. N'hésitez pas à faire ça pour vraiment vous assurer que vous avez 0 ou proche de 0 d'apport. Comme d'habitude, vous vous rappelez, nous on fait de la performance dans l'immobilier parce qu'on ne met pas de cash. Si on met beaucoup de cash dans l'immobilier, encore une fois, alors à part vous diversifier, avoir une autre source de revenus qui peut être stable et ça a quand même de la valeur. Sinon, ça rapporte largement moins que ce que vous avez à côté. Donc dans le cas de Stéphanie, elle est bloquée à ce moment-là. Elle commence à se rendre compte que bon, elle va faire cette opération et puis 1 ou 2 opérations supplémentaires, ça ne marchera pas. Alors comment elle peut faire aujourd'hui ? Eh bien, on va utiliser d'autres techniques pour qu'elle puisse avancer. Une des techniques qu'elle peut utiliser, c'est d'arbitrer son patrimoine et pourquoi pas de céder des parts de ses SCI à d'autres personnes et pourquoi pas de céder des parts de SCI à sa mère par exemple. Imaginez aujourd'hui, vous avez une entreprise, donc c'est une SCI à l'IS, qui aujourd'hui va avoir dedans 600 000 €. Vous avez 2 appartements de 300 000 € dedans. Vous avez cette SCI à l'IS. Disons que vous venez de faire les acquisitions. Alors, vous allez voir, c'est très important. Si vous venez de faire les acquisitions, on se rappelle quand vous faites l'acquisition d'un bien, par exemple, à 600 000 €, donc là, il y aura 2 biens. On va plutôt le faire à 2 biens parce que ce qui correspond plus à ce qu'on fait ici, c'est 2 biens à 300 000. Si vous faites l'acquisition d'un bien à 300 000 €, hop, je vais vous faire ça comme ça. Vous faites l'acquisition d'un bien à 300 000 €, le prix du bien. Rappelez-vous que vous allez payer des frais de notaire.
Les frais de notaire, on est entre 8 et 10%. Ça peut être moins si vous achetez différemment, mais disons 8% de frais de notaire. Donc ça vous fait du 24 000 € de frais de notaire. En plus de ça, vous allez avoir des frais bancaires. Les frais bancaires, souvent des hypothèques, ça va être de l'ordre de 3 000 € pour faire l'opération. Ok, on en est là. Le coût total de l'OP, il est de, on va sommer tout ça, vous allez vous retrouver un coût total de l'OP de 327 000 €. Donc ça, c'est ce que vous avez dépensé. Là, vous allez du coup créer juste une entreprise. C'est juste une enveloppe où le bien va être acheté par cette entreprise, qui est une SCI à l'IS. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc là, on vient de faire finalement donc vous allez faire un emprunt. Disons que vous allez faire un emprunt de 327 000 €. Vous allez réussir à tout emprunter. Là, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Dans les entreprises, on passe souvent de passifs et d'actifs. Donc là, c'est ce qu'on a au bilan. Le bilan, c'est une photographie de votre entreprise pour montrer ce qu'elle détient. Donc en passif, on va avoir un emprunt de 327 000 €, ce qui a permis de faire l'acquisition du bien en face. Donc normalement, en actif, on va avoir indirectement le bien et tout le reste, tous les frais que vous avez dû payer. Mais en réalité, ce qui a réellement de la valeur dans votre entreprise à l'instant T, si vous devriez la revendre demain, c'est ça en fait qui est un peu le nerf de la guerre. Ce qui a réellement une valeur dans l'actif, ça va être simplement votre bien qui est de 300 000 €. Donc en fait, la valeur de votre entreprise, si vous la regardez à cet instant T, attention parce que vous n'avez pas commencé à rembourser l'emprunt, vous allez avoir votre actif de 300 000 € moins votre passif de 327 000. La valeur de votre entreprise est négative, c'est moins 27 000 €. La valeur d'une part de l'entreprise, quand vous l'avez créée, vous avez créé une part qui a une valeur nominale de 1 € et vous avez 100 parts, donc vous avez une valeur, vous avez un capital de 100 €, quoi. Et en fait, ce qui va se passer dans cet instant, dès le début de votre entreprise, c'est que indirectement, rappelez-vous, les personnes qui peuvent vraiment vous contester, c'est globalement les impôts. Là, par exemple, vous allez vendre, vous savez, les impôts, ce qu'ils vont faire, c'est dès que vous faites de la plus-value, vous devez payer des impôts. C'est ça la règle, grosso modo. Là, vous êtes dans une phase où, en fait, vous allez revendre un appartement, mais des parts, attention, vous revendez des parts. Vous revendez des parts d'une SCI à l'IS qui, en fait, a une valeur négative. Donc, potentiellement, vous pouvez revendre cet appartement, les parts de cette SCI, pour 1 €. Et du coup, ce que vous pouvez faire pour arbitrer votre patrimoine, alors attention, ça dépend avec qui vous avez dans la famille. Vous, votre objectif, c'est que votre endettement diminue, qui est en fait que vous ayez moins d'encours. Vous vous rappelez, là, on est largement au-dessus si on regarde l'endettement, on est au plafond à titre personnel, mais là, la problématique qu'on a, c'est qu'on a trop d'encours à titre de personne. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est vendre les parts de sa SCI. Et là, vu qu'en fait, c'est une valeur négative, on peut vendre les parts à la valeur nominale, donc 1 € la part. On peut vendre la totalité des parts de sa SCI, pourquoi pas à sa mère ou à son père. Attention, quand vous faites ça, que vous soyez bien enfant unique, parce qu'après, sur l'héritage, c'est un enfer. Et je vous assure, dans les familles, c'est quand même compliqué autour de ça. Mais en tout cas, vous pouvez vendre la totalité des parts de l'entreprise à votre mère et à votre père. Et après, vous avez deux techniques. Vous pouvez contacter la banque. Et attention, vérifiez ça avec la banque avant. Contactez la banque pour faire lever la caution que vous avez, vous, en personnel sur la SCI et demander si votre père ou votre mère peut avoir la caution du bien. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez obtenu le financement. Vous allez pouvoir vendre les parts et ne plus avoir d'encours et d'endettement dessus. Donc en fait, cette dette disparaît. Donc prenons le cas directement de Stéphanie. Elle va avoir, disons qu'elle a 2 biens dans cette SCI pour 600 000 €. Disons que c'est le début. Vu que c'est le début, en fait, elle n'a pas remboursé tant de dettes que ça. Donc on va avoir 660 000 € en passif et on va avoir 600 000 € en actif. Donc la SCI a toujours une valeur négative. Attention, c'est très important parce que si votre SCI a une valeur nette positive, vous allez faire une plus-value en vendant les parts. Donc ça dépend à quelle phase, mais pensez bien de payer vos impôts, parce que les impôts vont regarder ce que vous faites. Mais quand vous êtes en valeur nette négative, les impôts n'ont rien à vous dire. Par contre, quand c'est en valeur positive, pensez bien à déclarer. De toute façon, faites-le avec votre expert comptable, et votre expert comptable va vous dire, ou votre notaire peut faire ça, votre notaire va vous dire, tiens, voilà, il y a tant d'impôts à payer pour les droits de transmission, etc. Mais en tout cas, là, si vous êtes en négatif, vous pouvez continuer. Et là, on vient de faire disparaître 600 000 € de dette. Donc, vous avez 600 000 € d'encours qui disparaissent. Dans le cas de Stéphanie, qui là, aujourd'hui, bute un peu dans ses 3 millions, 3 millions 6, ce qui est bien, c'est qu'elle peut retomber dans ses 2 millions d'euros de dette. Alors, si vous faites ça, il faut voir aussi avec votre banque si elle est d'accord. Généralement, la banque qui vous a prêté à l'origine va voir, en fait, ce que vous allez faire. Bon, il y a des moments, elle va dire, mais en fait, c'est quasiment comme si c'était vous, donc je ne peux pas trop vous reprêter, ou de temps en temps, ça marche. Elle pourra vous reprêter, mais en tout cas, les nouvelles banques vous prêteront.
Donc il y a cet élément-là, donc vous pouvez céder vos parts et ce qui est possible, c'est de prévoir de re-racheter ces parts-là plus tard. Alors attention, plus les parts de la SCI seront détenues dans le temps, plus il y aura une fiscalité qui va avoir lieu parce que vous allez rembourser de l'emprunt. Par exemple, vous attendez quelques années. Au bout de quelques années, si on refait sa SCI, en passif, disons que vous avez remboursé 100 000 euros de dette. Donc au lieu des 300, donc en passif, on va être à vous avez remboursé 100 000 euros de dette. Enfin, disons que vous avez remboursé 100 000 euros de capital. Il va vous rester sur un bien 200 000 euros, disons. Hop, il vous restera 200 000. Mais le bien, il vaut 300 000. Donc, il n'a pas évolué dans le temps. Les projections de valorisation des biens dans le temps, à vérifier, mais c'est pas sûr que... Enfin, à vérifier. Du coup, là, ce qui est en train de se passer, c'est que votre bien, entre passif et actif, vous allez avoir 100 000 euros. Donc, quand vous allez céder, en fait, la valeur des parts, vous allez faire une plus-value. Vous ne pouvez pas céder les parts au prix que vous voulez. Là, les parts, si vous en avez 100, je vais diviser par 100, vous avez 1000 euros la part. Donc, vous avez fait x10. Vous avez fait x10 sur la valeur de vos parts. Donc, attention, là, il y a des impôts à payer. Ça peut être un peu compliqué. Mais vous pouvez faire l'exercice pour voir si ça peut être intéressant pour continuer à progresser dans la dette. Et en tout cas, si vous le faites assez rapidement, donc ça dépend de la durée de vos investissements, vous allez pouvoir vous dégager une certaine partie de la dette et pouvoir continuer à avancer. Autre élément, vous pouvez directement augmenter avec l'endettement de vos parents. Donc là, vos parents, ils peuvent emprunter globalement pendant assez longtemps en fonction de l'âge qu'ils ont, mais ils peuvent globalement emprunter. Pourquoi ? Parce que, en fait, acheter une résidence principale quand on est très âgé, ça peut poser des problématiques. Quoique, ça dépend de vos sources de revenus et de comment ça fonctionne. Donc même, on peut prévoir le cas où vous allez décéder et même vous financer l'achat d'une résidence principale. Attention juste à l'assurance emprunteur et voir ce qu'elle couvre. Et attention, en France, on est obligé d'avoir une assurance décès. Si vous faites du locatif, là, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez des revenus en fait qui sont en face. Donc ça ne dépend pas trop de vous. Il y a des revenus qui sont en face de votre bien. Donc vous pouvez très bien faire augmenter l'endettement de vos parents. Donc là, vous avez plusieurs techniques et c'est pareil, comme faire de l'association, c'est quasiment la même chose. Comment on peut faire de l'association pour avancer et surtout ne pas apparaître. Alors, une des premières techniques que vous pouvez utiliser, c'est la SCI Alias. Encore une fois, on va l'utiliser et on va faire une répartition des parts entre votre associé, par exemple votre père, qui sera à 99%, et vous allez être à 1% dans cette SCI. C'est-à-dire que quand le banquier va regarder le dossier, il va prendre beaucoup plus en compte le compte de votre père. La seule problématique, c'est que vous allez rentrer en compte avec vos 1% et qu'ils vont quand même regarder tout ce que vous avez. Donc ça peut être un petit peu bloquant pour les cautions, bloquant pour l'hypothèque, parce qu'ils vont revenir sur votre dossier. Donc ils vont vous demander d'envoyer vos 3 millions de dettes et 3 millions d'euros d'investissement. Donc vous avez cette première partie qui peut marcher, elle marchera bien, mais attention, ça prend du temps et de temps en temps, on va vous embêter. Sinon, la deuxième technique que vous pouvez faire pour vous associer, c'est aller voir une personne. Par exemple, vous allez voir Joël. Vous allez voir Joël. Joël, lui, il gagne un bon salaire. Il ne veut pas faire de l'immobilier, ça ne l'intéresse pas. Enfin, il veut en faire, mais ça ne l'intéresse pas. Il veut pas s'embêter avec ça. Et là, vous allez pouvoir lui proposer, Joël, écoute, moi, je suis Stéphanie. Regarde, j'ai fait tant d'investissements. Regarde, sur chaque investissement, j'arrive à faire du cash flow. Voilà ce que ça te permet de faire en 20 ans. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire sur l'argent que tu vas injecter. Donc, potentiellement du fois 343%. Regarde combien tu vas gagner tous les mois si l'opération marche bien. Je m'occupe de tout. Il faut juste que l'endettement, tu m'aides à emprunter. Est-ce que tu es OK ? Et là, Joël, il va potentiellement vous dire oui. Et là, comment vous allez faire ? Avec un peu de chance, soit Joël, il a déjà une entreprise en tant que freelance. Donc, il a une entreprise en tant que freelance, par exemple, de tech, et il fait du conseil où il facture 500, 1000 euros la journée. Soit il n'en a pas, il faudra créer une entreprise à son nom. Et après, vous allez créer une SCI. Une SCI a besoin de 2 actionnaires, c'est ça la problématique. Et l'actionnaire, ce sera Joël d'un côté, pourquoi pas pour 50%, voire plus. Et deuxièmement, ce sera son entreprise de freelance, pour 50% ou plus. Et à la fin, du coup, Joël va faire l'endettement tout seul, vous n'allez pas apparaître. Et une fois que l'opération, elle est faite, il va pouvoir vous revendre la part qui vous correspond dans l'investissement. Si de votre côté, vous faites la gestion du bien, vous trouvez le bien, etc., prenez, moi je pense, au moins 50% du deal pour que ce soit intéressant. Parce qu'attention, quand vous faites à plusieurs, là vous faites 1000 euros de cash flow, là vous allez avoir que 500 euros de cash flow. Vous allez avoir un bien qui vaut 200 000, à la fin vous allez avoir que 100 000 euros de capital. Donc il y a ça. Attention aussi quand vous faites dans les associations, ça dépend vraiment avec qui vous êtes. Alors moi, c'est des expériences un peu personnelles. La problématique, c'est quand vous êtes avec des personnes qui n'ont pas l'expérience financière que vous avez. Et là, la problématique, c'est que ces personnes-là, elles vont
potentiellement ne pas comprendre ce que vous faites, ne pas comprendre le temps que ça prend, ne pas comprendre votre valorisation, remettre ça en cause. Donc attention à ces personnes qui n'ont pas une sensibilité financière. On ne peut pas emmener tout le monde en fait. C'est pareil, hein, vous voulez aller faire un trek dans le Mont Blanc, vous m'emmenez moi j'ai aucune idée. Alors normalement ça va à peu près, je vais vous dire non, mais sinon j'ai aucune idée de l'énergie qu'il faut pour réussir à monter tout ça et des sacrifices qu'il faut pour réussir à arriver en haut du Mont Blanc sans être mort, quoi. Et du coup vous allez essayer de me pousser et puis à la fin je vais dire ah non, puis je vais être pénible. C'est pareil dans les investissements, les personnes, la dette, ça fait peur de signer au début, dans le temps, ça fait peur, etc. Vous avez aussi les événements un petit peu externes. Alors n'oubliez pas que vous n'allez quasiment jamais gagner contre un couple. Donc si Joël était célibataire en freelance en tech, là il tombe sur quelqu'un qui est très bien pour lui, mais qui veut absolument vérifier l'argent et qui va se dire ah tiens mais c'est quoi le lien entre Joël et Stéphanie, et puis après la personne va lui dire, disons que c'est Anna va dire à Joël écoute, Stéphanie elle t'arnaque, t'as vu, c'est toi qui as mis la dette et puis elle touche l'argent, on devrait récupérer la totalité, j'ai vérifié qu'en fait ça devrait pas se faire, etc., etc. Bon voilà, dès que vous avez quelqu'un qui cherche des enjeux, des problématiques, même si potentiellement vous avez raison, attention, avoir raison c'est qu'un angle de vue. Et puis derrière, si ça vous enclenche procès, sueur, alors que vous, votre objectif, c'est juste d'avancer pour pouvoir faire des investissements et gagner de l'argent, ça risque d'être compliqué à ce moment-là. En tout cas, voilà ce qui peut être utilisé aujourd'hui. Donc, les trois techniques. Hein. Donc, la première, c'est arbitrer son patrimoine. La deuxième, c'est augmenter l'endettement de ses parents. Et la dernière, c'est l'association. Donc, c'est un peu comme augmenter l'endettement de ses parents. Voilà les techniques qui peuvent être utilisées. Il y a aussi autre chose, quand vous êtes un peu bloqué sur l'encours en France, ce que vous pouvez faire, c'est investir à l'étranger. Donc investir à l'étranger, vous allez retomber généralement sur à peu près le même système que la SCI à l'IS en France. Donc on va vous demander du 20% d'apport. Ça dépend dans quel pays, du 20 ou 30%. Ça dépend aussi dans quel pays, dans les pays où vous allez investir. Attention, vous avez potentiellement en Espagne par exemple, on peut faire beaucoup de choses, on peut emprunter sur 30 ans, mais généralement les travaux, on va demander de l'apport supplémentaire et en plus les travaux, il y aura une vérification de l'état du bien avant et de l'état du bien après. S'ils estiment que les travaux n'ont pas le montant des travaux que vous avez empruntés, ils peuvent vous retoquer, etc. Ou ne pas vous débloquer d'ailleurs derrière un somme de travaux. Donc attention, quand vous avez ces éléments-là, refaites toujours les calculs, hein. Parce qu'aller faire de l'investissement à l'étranger, en fonction de l'apport que vous mettez, si c'est beaucoup d'apport, si vous n'avez pas la possibilité de geler les emprunts comme ce qu'on a ici, attention parce que vous risquez de vous retrouver dans des investissements qui, sur le papier, oui, c'est censé beaucoup mieux marcher qu'en France, alors qu'en réalité, vu que vous avez moins de dettes, ça marche moins bien qu'en France. Donc, rechallengez toujours, est-ce que l'investissement que vous faites à l'étranger marche mieux que la bourse ? Je vous rappelle, la bourse, il n'y a pas d'effort à faire, hein. Il n'y a pas d'effort à faire, ou si vous arrivez à avoir des performances comme en immobilier. Je pense qu'une performance bonne en immobilier, c'est du 30, 50, même plus de 100% par an sur le cash que vous avez investi. Là, ça vaut le coup. En dessous de ça, sauf si vous êtes dans une phase d'apprentissage, pourquoi pas, ou si vous êtes dans une phase où simplement vous avez envie de diversifier. Mais sinon, attention, allez chercher vraiment du gros rendement en immobilier, ça passe, du gros rendement oui, et ça passe par la dette que vous avez sur l'opération. Voilà, on a fini pour Stéphanie. Gros clin d'œil Stéphanie, je sais que tu vas m'envoyer normalement un petit message sur WhatsApp, tu te seras reconnu. Et à très vite à tout le monde. Si ça vous intéresse, dimanche 18h, je vous donne un petit peu les éléments comment faire des invests. Et puis n'hésitez pas à venir dans mes programmes de coaching si ça vous motive. En tout cas, bonne chance pour vos invests à tous. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.